Les nouveautés des 2 dernières semaines sur AWS, on parle d'Amazon S3 Files qui va changer votre perception de S3, je vous en dirai plus. On parle de quelques produits, services qui arrivent en fin de cycle de vie, je vous expliquerai ça aussi. On parle de changements dans la console de gestion, de la cosmétique uniquement, de Amazon Poly et de la Sustainability Console. C'est le podcast AWS en français, c'est parti, c'est maintenant. Le podcast AWS en français. Sébastien Stormac. Bonjour, merci d'écouter le podcast AWS en français. Il y a comme un air de printemps dans l'air, c'est vendredi 10 avril, podcast enregistré le jeudi 9 avril, tard au soir. Merci d'être passé la semaine passée au Summit à Paris, pour ceux qui étaient là, d'être passé nous dire bonjour au 3e étage, dans le petit studio de podcast. Vous entendrez les épisodes qui ont été enregistrés au Summit d'ici 2-3 semaines. Il y a eu AXA, il y a eu Capital Fund Management, il y a eu Payfit, et La Centrale, le site web que vous connaissez peut-être pour vendre votre auto. Ce sont 4 épisodes que vous découvrirez courant avril et mai. Mais comme d'habitude, une semaine sur 2, nous passons en revue l'actualité des 2 dernières semaines. Et je vais la prendre par ordre chronologique, du plus ancien au plus récent, pour commencer avec une nouvelle qui concerne Poly. Poly, c'est ce service assez ancien déjà, qui permet de faire du text-to-speech. Vous lui envoyez du texte, et il vous redonne le texte lu par une voix. Vous pouvez choisir plusieurs voix dans plusieurs langues, des voix féminines, des voix masculines. Et bien, ce service continue d'évoluer, et à l'ère des Large Language Models, il s'adapte également en introduisant depuis fin mars, le 26 mars exactement, une API qui permet de faire du bidirectional streaming. C'est-à-dire qu'avant, dans Poly, vous deviez envoyer l'ensemble du texte, attendre que le texte était transformé en audio, et puis télécharger l'audio et commencer à jouer l'audio. Maintenant, vous pouvez streamer du texte et penser directement au Large Language Model qui stream une réponse également. Au fur et à mesure que la réponse arrive du Large Language Model, vous pouvez l'envoyer progressivement sur Poly, qui va pas attendre d'avoir la totalité pour commencer à vous envoyer l'audio, et il va vous streamer l'audio dans l'autre sens, comme c'est joli tout ça. Tout ça, ça se passe en HTTP 2, ça permet de diminuer le nombre d'appels d'API, parce que la technique avant c'était de faire des chunks, de couper des petits morceaux, d'envoyer des petits morceaux, de récupérer l'audio, et puis d'avoir un texte qui est plus fluide aussi. C'est mieux d'avoir le texte streamé, l'audio streamé, plutôt que des morceaux qu'il faut réassembler. Le blog post d'annonce de lancement est assez complet, il y a des exemples de code, les nouvelles API ont été introduites dans tous les SDK évidemment, que ce soit TypeScript, Java, Rust, Swift, .NET, C++, Go, Kotlin et ceux que j'ai oubliés. C'est dans la ligne de commande également. Si vous avez besoin de générer de la voix à partir du texte, eh bien c'est le bon moment pour le faire. Les use cases, ils sont bien connus, ce sont les systèmes interactifs d'interaction avec la voix, par exemple, ce qu'on appelle les Interactive Voice Response, IVR, la traduction en temps réel, évidemment les assistants, les agents AI conversationnels, mais ça peut être aussi utilisé pour de l'accessibilité, pour des jeux, ou même faire du sous-titrage, d'avoir un espèce d'audio output pour malentendants sur base d'un stream de sous-titres. Je voulais jouer avec cette API, c'est assez amusant, ça s'appelle Amazon Poly et c'est maintenant en bidirectional streaming. Un petit changement cosmétique dans la console qui est arrivé fin mars également. Vous pouvez choisir la couleur du bandeau en haut à droite où il y a le numéro de votre compte. Donc, vous savez que la console est multi-compte maintenant, vous pouvez passer d'un compte à l'autre, prod, dev, test, etc. Et vous pouvez associer une couleur à ce bandeau. Moi j'ai mis du rouge sur la prod, du bleu ou du vert sur les comptes moins dangereux, pour que visuellement du premier coup d'œil, en regardant en haut à droite de la console, je puisse voir sur quel type de compte je suis. Et en plus de ça, donc ça existait déjà quand même depuis quelques mois. En plus de ça, ils ont ajouté la possibilité de réduire la quantité d'informations qui est dans la console. Donc vous pouvez filtrer les régions que vous utilisez et ne plus voir les régions que vous n'utilisez pas. De la même manière, vous pouvez filtrer les services que vous utilisez. Soit vous y allez service par service en les cochant ou les décochant, soit il y a des groupes qui sont prépopulés, comme les services les plus populaires, les services d'intégration d'applications, de machine learning, les applications business, les outils développeurs, etc. De
de manière à ce que quand vous tapez quelque chose dans la barre de recherche en haut de la console, plutôt que montrer les 300 services ou les 400 services, je sais pas combien on en est maintenant, eh bien cette liste ne contienne que les services qui vous concernent, et ça permet de réduire la charge mentale sur l'utilisation de la console. Notez un truc sympa également, c'est que cette configuration de la console est disponible par CloudFormation, donc vous pouvez programmatiquement configurer la console pour vos besoins si vous générez des comptes à la volée par exemple dans votre organisation. Juste avant le Summit AWS à Paris du 1er avril, le 31 mars, AWS a également annoncé une nouvelle console de sustainabilité, de durabilité, avec un accès programmatique. Donc ça fait assez longtemps que vous pouviez avoir accès aux équivalents carbone, aux tonnes de carbone équivalents que engendre votre utilisation d'AWS, mais c'était caché dans la partie facturation. Et ça posait un problème pour les grandes entreprises parce qu'il fallait donner un accès à la partie facturation pour avoir accès à la console de durabilité, ce qui n'est pas toujours souhaitable dans des grandes entreprises. Ça peut être des personnes différentes qui s'occupent de la durabilité et de la facturation. Donc maintenant la console de durabilité est une console en son propre nom, séparée de la console d'administration avec des permissions IAM différentes comme n'importe quel service. Et puis on en profite également pour introduire des nouvelles fonctionnalités. J'ai mis quelques exemples de screenshots dans le blog post, mais il vous donne le détail de vos émissions carbone en scope 1, scope 2, scope 3. Donc scope 1, c'est l'énergie directement produite par AWS, consommée par AWS comme les générateurs des data centers. Scope 2, c'est l'énergie qu'on achète à l'extérieur. Scope 3, c'est tout le reste, donc y compris la chaîne de fabrication ou de recyclage des serveurs, des murs des data centers et tout ce qu'il faut pour faire fonctionner ces data centers. Il y a des rapports, donc vous pouvez choisir la date, vous pouvez choisir les colonnes à exporter en CSV, vous pouvez... Ah oui, ça c'est intéressant aussi, si votre année fiscale n'est pas nécessairement alignée sur l'année calendrier, du 1er janvier au 31 décembre, vous pouvez définir les dates de génération des rapports également pour les aligner avec vos années fiscales. Et puis la partie que je préfère, mais ça c'est ma casquette de développeur, c'est que maintenant ces données sont également disponibles via une API qui est elle-même exposée à travers les SDK et donc la ligne de commande. Donc vous pouvez programmatiquement choisir les données que vous allez exporter, au format que vous allez exporter et pour la période de date que vous allez exporter. Dans la console, il y a plein de filtres aussi sur la granularité, sur les groupes par service, par région, par compte également si vous êtes au sein d'une organisation. Bref, un revamp assez massif de la console de durabilité et de nouvelles fonctionnalités. C'est disponible maintenant, c'est gratuit. Vous le savez, depuis quelque temps, il y a une page dans la doc qui s'appelle Service Maintenance, Service Lifecycle, où on annonce les services qui vont rentrer en mode de maintenance. En mode de maintenance, ça veut dire qu'on n'accepte plus de nouveaux clients sur ce service-là. Il continue bien sûr de recevoir des mises à jour de sécurité, et souvent pendant plusieurs années, jusqu'au jour peut-être où on arrête complètement les services. 31 mars, il y a toute une série de services qui sont rentrés en mode maintenance, c'est-à-dire qu'ils vont plus accepter des nouveaux clients à plus ou moins brève échéance. Parfois c'est très court, un mois, parfois c'est un peu plus long, un an. Attention donc si vous utilisez ces services-là. Alors de quoi on parle ? On parle, et à mon avis c'est le plus gros impact, c'est AWS App Runner. C'est un des nombreux services qui permettent de déployer des containers assez facilement sur AWS. Maintenant qu'il y a ECS Express Mode, c'est super facile en quelques clics ou quelques instructions de créer un cluster ECS, il y a vraiment un overlap extrêmement fort entre App Runner et ECS Express Mode, et donc AWS a choisi d'arrêter App Runner. Je sais que ça pose des problèmes à certains d'entre vous. Il y a quelques semaines, dans le podcast AWS en français, on parlait d'un produit open source qui s'appelle Runs On, qui permet de faire du CI/CD dans son compte, sur des runners EC2 dans son compte à soi. Je sais que Runs On utilise App Runner. Ça pose un problème pour Cyril qui va devoir migrer très rapidement parce qu'il ne pourra plus accepter de nouveaux clients d'ici un mois. Et je suis vraiment désolé pour cet état de fait. Quoi d'autre ? AWS Audit Manager, CloudTrail Lake, Glue Ray Jobs, IoT Fleetwise, Application Recovery Controller, Readiness Check.
Comprehend pour la partie Topic Modeling Event Detection, Recognition pour la partie Streaming Event et Batch Image Content Moderation, et SNS pour la partie Message Data Protection MDP, donc c'est pas tout SNS, hein, c'est juste cela. Il y a quelques services qui arrivent en sunset aussi, c'est-à-dire qu'on va vraiment les arrêter. C'est RDS Custom pour Oracle, Workmail qui est un service managé qui permet de gérer des mails que je connais pas de client qui utilise ça, il doit y en avoir si on l'a fait, mais j'ai jamais rencontré un client qui utilise ça. Et un que j'aimais bien, c'était Workspace Thin Client. Alors de nouveau, vous inquiétez pas, c'est pas tout Workspace qui disparaît, c'est juste Thin Client, cette offre qu'on avait lancée à reInvent il y a quelques années, qui était un client léger, matériel, donc une petite boîte connectée à un clavier, à un écran, qui était un client pour se connecter sur Amazon Workspace. Je vous donne le lien évidemment sur la liste de ces services où il y a les dates exactement, qu'est-ce qui va être arrêté, quelles sont les transitions possibles. Allez lire ça si vous utilisez un de ces services. Je garde le meilleur pour la fin, c'est Amazon S3 Files, mais avant ça, je voulais encore vous parler d'ECS et ECS Manage Instance. Vous savez, ECS, donc c'est ce service d'orchestration de containers. Manage Instance et ECS sur des instances managées qui tournent dans votre compte. Ça vous permet d'utiliser du matériel spécifique, par exemple, pour déployer vos containers. Et ce que les clients nous disaient souvent sur ces ECS Manage Instance, ils doivent passer par des custom AMI pour installer les démons de management, de monitoring, de collecte de logs, etc. Enfin, toutes les choses qui sont pas vraiment applicatives. Et puis laisser les développeurs déployer la partie application, ce qui donnait quand même un peu de travail de maintenance de ces images pour ECS Manage Instance. Et bien depuis le 1er avril, et c'est pas une blague, AWS et Amazon ECS a lancé le concept de démons. Des démons, ce sont des daemons au sens Unix du terme, donc des programmes qui démarrent avec l'instance et qui s'arrêtent avec l'instance, qui sont démarrés automatiquement et qui sont installés séparément de vos pods, si on parle de EKS, de vos task definition sur ECS. Donc vous avez 3 niveaux de cycle de vie: le cycle de vie de l'instance, le cycle de vie des démons qui sont typiquement gérés par les équipes opérationnelles, DevOps, la partie Ops de DevOps, et puis au-dessus de ça viendra se mettre les pods, les tâches qui elles sont plutôt gérées par les parties applicatives. Ça s'appelle Manage Daemon Support pour ECS Manage Instance. Le blog post est écrit par mon collègue Mika Walter. Il y a comme d'habitude une petite démo avec des screenshots, c'est très très bien fait et ça vous permet de démarrer rapidement avec ECS Manage Daemon si vous utilisez ECS. Puis le plus gros changement, il date de cette semaine, il y a 2 jours à peine, c'était le 7 avril. Amazon S3 rend un peu plus flexible le concept de Object Storage en offrant une interface file system. Alors il faut expliquer tout ça. S3 c'est de l'Object Storage, donc on met le fichier entier sur S3 et on récupère le fichier entier. Ce n'est pas une interface de file system que vos applications ou vos scripts ont l'habitude de faire, où ils peuvent lister les fichiers avec des API POSIX sur un système d'exploitation, accéder à une partie d'un fichier ou aller updater un morceau, un bloc dans un fichier sans devoir uploader tout le fichier à nouveau. Ce sont 2 sémantiques d'accès à des fichiers très différents et quand j'étais en training, j'ai passé beaucoup de temps à expliquer la différence entre un object store et un file system, c'est pas la même chose. Alors depuis des années, il y a des tentatives de réconcilier les deux, c'est-à-dire de mettre une couche file system au-dessus d'S3. Ce sont typiquement des file systems qui tournent en user space sur Linux avec Fuse, qui permet plus ou moins de voir les objets dans S3 dans un bucket comme des fichiers. Ça pose quand même des problèmes de locking, il y a plusieurs applications qui essayent d'accéder à ces fichiers, de versionning, bref, c'est pas optimal. Ça marche bien sur son laptop, ça marche bien pour des tout petits workloads, mais ça ne passe pas à l'échelle. Donc l'équipe S3 s'est mis autour du tableau blanc il y a 2 ans et s'est dit qu'est-ce qu'on va faire pour régler ce problème, et ils viennent avec Amazon S3 File, qui est au fait un file system, c'est EFS, c'est Amazon Elastic File System, qui vient devant S3. Donc l'idée c'est de garder vos données dans S3. Ça c'est la source de vérité, mais de mettre devant un file system intelligent auquel vos instances de compute peuvent se connecter. On parle d'ici de EC2, de ECS, de EKS, que ce soit sur Fargate ou pas, et on parle de Lambda également, qui vont monter ce file system EFS comme ils le font d'habitude avec
avec les API NFS 4.1, 4.2, et ils vont pouvoir faire un LS, faire un CP, un move, créer des fichiers, modifier des fichiers en séquence ou en bloc comme on le fait sur des fichiers. Mais EFS va utiliser S3 comme source de vérité, va remonter les métadonnées à la demande dans EFS, va remonter les petits fichiers également dans EFS, ce qui permet d'avoir des temps de latence extrêmement lents, puisqu'on parle vraiment d'un cache. Il faut voir EFS comme un cache à proximité de vos instances, donc on parle de 1 milliseconde de latence pour accéder à ces fichiers, et les plus gros fichiers ils seront envoyés à la demande, voire streamés directement de S3 vers le client quand ils seront utilisés. Donc si vous n'utilisez que 1 giga sur un bucket S3 où il y a 1 pétabyte de données, dans la partie EFS il n'y aura que 1 giga de données et pas la totalité de votre bucket. Chaque fois que vous écrivez, l'ensemble des writes vont être consolidés et renvoyés vers S3 qui reste la source de vérité. On utilise le versionning sur S3 pour garder les différentes versions de vos objets. Donc ça permet de monter un file system tout en gardant vraiment les données dans S3, pas les dupliquer, d'avoir plusieurs file systems sur plusieurs nœuds de compute, lambda, ECS, EKS, EC2 sur le même bucket S3 avec les sémantiques de locking, POSIX et NFS, donc de ne pas pouvoir modifier à plusieurs le même fichier en même temps. Attention au prix si vous regardez ça, puisqu'il y a un prix d'accès à S3 et de quantité de données qui sont stockées dans le cache qu'est EFS, donc regardez bien le pricing. Je vous ai mis le lien évidemment vers le blog post de lancement, je vous mets le lien, vous le trouverez aussi dans le blog post de lancement vers la documentation. Mais avec ça, S3 change vraiment de nature, parce que S3 devient le point central maintenant pour déposer vos données. Et puis, il y a des spécialisations d'S3, il y a cette couche file system qui change vraiment la manière dont on peut penser à l'accès à S3, qui était quasiment interdit pour toutes des applications legacy qui ne connaissaient pas l'API d'S3, qui passent par des file systems POSIX. C'est aussi super utile pour des agents, parce que les agents maintenant, simplement en lisant, en écrivant sur un file system, accèdent à toutes vos données historiques qui sont dans S3. Ça peut être utile aussi pour des outils de traitement de vidéo, par exemple des workflows de traitement de vidéo. Donc S3 comme source de données, Object Storage avec une exposition devant, comme un cache, avec une API POSIX, NFS, qui est au fait Elastic File System que vous connaissez peut-être, déjà. Et je disais, ça change tout parce que S3 devient aussi un object store pour vos données tabulaires, avec le support de parquet, les managed tables, S3 tables, et pour vos données vectorielles, si vous voulez faire de l'indexation sémantique et de la recherche sémantique avec S3 Vector, avec ces 3 briques-là au-dessus d'S3, vous voyez vraiment la stratégie de mettre S3 comme étant le point central pour le stockage de vos données. C'est un changement majeur, ça fait 20 ans que S3 existe, on en a parlé déjà dans le podcast, il a été lancé le 14 mars 2006, on vient de fêter les 20 ans, et là il s'offre pour la première fois. Je sais qu'il y a eu déjà des tentatives avec des file systems Fuse, mais je vous expliquais, c'est pas la même chose. Là il s'offre un vrai file system basé sur NFS, une autre porte d'entrée dans S3 pour les applications qui en ont besoin. Voilà l'essentiel des nouveautés que j'ai retenues parmi les 100 nouveautés, 87 non régionales, 100 nouveautés, 87, j'en ai retenu donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 seulement pour vous cette semaine, celles qui probablement ont le plus de sens pour vous, les builders, les buildeuses que vous êtes, ce que vous devez savoir si vous construisez des applications, si vous architecturez des applications, c'est français ça, si vous concevez des applications sur AWS. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast AWS en français jusqu'au bout. La semaine prochaine, 2 épisodes. Mercredi, un épisode Women in Tech, équité, diversité, inclusion. On parlera avec l'association Ma Voix. Et le vendredi, un épisode passionnant où je vous amène dans les coulisses de ce qui se passe dans un avion quand vous regardez un film dans un avion. C'est ce qu'on appelle le in-flight entertainment avec la société Thales, bien connue en France. On vous explique comment ça marche dans l'avion, mais aussi au sol, et puis toute l'infrastructure cloud qu'il faut pour supporter les nouvelles générations de systèmes de divertissement dans les avions. Ça sera vendredi prochain dans toutes les bonnes applications de podcast. Mais d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.